Je le disais tout à l'heure, comment apaiser les esprits, mais surtout rassurer toutes les parties prenantes de la tenue des élections à quelques mois des échéances électorales. Un grand défi pour la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais, alors que des indicateurs brandis par certains politiques font planer le doute sur la tenue des élections et la crédibilité du processus en cours. Tout porte à croire que les décors seraient plantés pour des nouvelles négociations. Est-ce que la RDC écrira son histoire autrement en organisant des élections apaisées dans les délais prévus sans passer forcément par un dialogue? Les jours à venir seront cruciaux et porteurs des révélations. Alors que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs tend vers sa fin, les signaux projetés suscitent des questionnements au sein de l'opinion. Lors de l'évaluation à mi-parcours de cette opération au mois de janvier dernier, la Commission électorale nationale indépendante avait publié des statistiques. Elle a fait un état des lieux de l'avancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans toutes les 3 aires opérationnelles en République démocratique du Congo. Dans l'ensemble du pays, la CENI a déjà enrôlé un peu plus de 25 millions d'électeurs sur les 50 millions attendus, soit 51,2% des Congolais estimés en âge de voter. Des chiffres qui pourtant projetaient une bonne augure pour cette opération indispensable pour la tenue des bonnes élections en décembre 2023. Cette opération est donc parmi plusieurs qui, mises ensemble, vont garantir des élections crédibles, inclusives et transparentes. Lors de sa récente sortie médiatique, le président de la CENI avait évoqué un problème financier. L'institution d'appui à la démocratie dont il dirige ne reçoit pas régulièrement le financement comme convenu avec le gouvernement. Le dernier décaissement que nous avons reçu, c'était pour septembre 2022. Donc depuis octobre, oui, nous n'avons pas reçu pas seulement les frais de fonctionnement, mais même les frais des opérations. Des allégations balayées d'un revers de la main par l'argentier congolais. Nous avons simplement constaté que dans les décaissements effectifs, il y a un rythme qui fait que nous étions même en avance sur les décaissements effectifs. Mais ça, c'est un problème que nous réglons avec la CENI. Mais l'objectif, c'est que l'argent ne soit pas un problème. Jusqu'à présent, c'est le cas. Vous voyez que les enrôlements se font comme prévu. Et donc, nous allons continuer notre effort pour assurer que l'argent de la CENI soit toujours prioritairement payé à la CENI et qu'il n'y ait pas de prétexte de ce point de vue-là. Si cette inquiétude s'avérait vraie, l'institution chargée d'organiser les scrutins aura du mal à actionner les autres étapes et par ricochet, il y a donc crainte de respecter le délai constitutionnel. Les fonds que nous avons reçus pour les scrutins, nous les avons épuisés pour l'enrôlement des électeurs. Et il y a beaucoup d'activités qui sont en difficulté. Nous sommes carrément en cessation de paiement. Et nous nous disons que certainement le gouvernement a des difficultés. Nous savons que nous sommes sur sa liste de priorités et qu'à un moment ou à un autre, on aura l'argent, mais ça commence à nous poser des sérieuses difficultés. Deuxième crainte, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà plusieurs mois, les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda ont lancé une offensive contre les FARDC, occupant de passage plusieurs territoires et localités, ce qui a entraîné des déplacés internes des milliers de Congolais. Une situation qui met en mal l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Les élus du Nord Kivu ont compris le danger et recommandent même la suspension de cette opération dans le Nord Kivu. Actuellement, à cause de la guerre, d'agression, les déplacements forcés de population à enrôler ne peuvent faciliter le travail de la CENI. Les députés nationaux du Nord Kivu exigent pour ce faire une suspension du processus électoral assortie de mesures correctrices devant permettre le rétablissement urgent des conditions normales de travail. Deux options se présentent. La première,
organiser les élections sans cette partie du pays, comme ce fut le cas en 2018 sans Béni. La deuxième, pacifier cette partie du pays avant toute élection. La dernière option semble intéresser le président de la République. Lors de sa visite à Genève en Suisse pour le sommet des droits de l'homme et lors de la visite du président français Macron à Kinshasa, Félix Tshisekedi n'a pas mâché les mots pour dire que la situation de l'Est allait avoir une répercussion négative sur le processus électoral. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. L'inconvénient est qu'un report pourrait intervenir sans pour autant connaître sa durée. Mais l'option est déjà soutenue par une frange de la classe politique, dont quelques-unes sont membres de l'Union sacrée, le cas du député national Élisée Ntambwe. Nous sommes devant trois choses. Il y a les social du peuple, d'un côté, il y a la guerre, de l'autre côté, il y a les élections, là-bas. Maintenant, on se pose la question sur les trois, on doit opérer un choix. Et si on demandait à M. Tambo que je vais opérer un choix pour mettre beaucoup plus d'importance sur l'aspect sécuritaire. Le Front commun pour le Congo, plateforme proche de l'ancien président de la République Joseph Kabila, exige également un report. Dans une rencontre, le FCC n'a pas caché sa position qui permettrait selon lui de revoir la loi électorale, la recomposition du bureau de la CENI. Pour des observateurs avertis, cela est une vieille stratégie consistant à ouvrir la mangeoire à l'opposition avant les élections. Question de refaire une santé financière. L'option report ne passe pas pour une autre frange de l'opposition. Moïse Katumbi avec Ensemble pour la République, Martin Fayulu et son ICD, Augustin Matata Pogno et l'LGD ne jurent que sur l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Parce que la Constitution permet, si les élections ne sont pas organisées, s'il y a empêchement, que le président parte. Il part et M. Tshisekedi, le 23 janvier 2024 à minuit, il doit partir. Il est hors de question, comme je l'entends aujourd'hui, que les acteurs politiques, les décideurs, marchandent la guerre à l'est du pays pour obtenir un glissement de mandat, parce que sans la stabilité de nos institutions, nous n'aurons jamais de paix et nous n'aurons jamais de sécurité. Deux options qui se bousculent et dont l'une devra certainement remporter au détriment de l'autre. À quelques jours de la rentrée parlementaire, la contribution des deux chambres du Parlement est fort attendue pour la réussite du processus. Entre-temps, la CENI fait ce qu'elle peut faire de mieux et pendant ce temps, les pro-dialogues réfléchissent déjà pour voir comment se positionner lorsqu'un compromis sera trouvé autour de cette formule de sortie de crise. Monsieur Monsenepo, nous avons suivi avec vous ce dossier. Il y aura élection ou non? C'est la première question. D'abord, je pense que cette question a eu sa réponse auprès du président de la CENI, qui dernièrement a dit qu'en ce qui concerne l'organe technique, tout était mis en œuvre pour que réellement nous puissions avoir cette joute électorale à la fin de cette année. Il est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de pencher dans la balance, surtout la question sécuritaire, parce qu'il faudrait que l'on trouve une réponse à donner à ces Congolais. Ces millions de Congolais qui se sont déplacés à cause des affrontements qu'il y a, notamment dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Que vous n'allez pas avoir la possibilité d'être candidat ou d'aller voter parce qu'il y a insécurité chez vous et on ne peut ni vous enrôler ni organiser le scrutin chez vous. Quelle est la réponse à leur donner? Alors que la Constitution leur garantit le droit de pouvoir se faire enrôler et d'être candidat pour certains. Autre chose, c'est que nous avons un calendrier à tenir. Alors nous nous remettons principalement à deux axes. Le premier axe, c'est d'abord la CENI. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que les hommes politiques se substituent à cet organe technique. Nous avons choisi depuis 2001, et même 2 ans après, au sein de notre Constitution, pour que nous ayons un organe technique qui s'assure
du bon fonctionnement et du bon déroulement du processus électoral. Mais au-delà de cet organe technique, il y a des aspects politiques qu'il faudra prendre en compte, bien évidemment. Bien entendu. Et parmi ces aspects, il y a cette situation de la sécurité dans l'Est de notre pays. Nous avons encore 8 mois qui ne nous dit pas qu'il y aura une évolution positive qui pourrait permettre à ce qu'on puisse finalement faire enrôler nos électeurs. Mais le processus a déjà été enclenché. Le processus normalement a déjà été enclenché, effectivement, et la CENI est en train de déployer ses équipements dans ces différents endroits. Certes, le cri d'alarme des députés du Nord Kivu est réel. C'est que nous ne savons pas dans ces flux de mouvement des populations qui réellement a le droit de se faire enrôler ou pas. Nous nous posons cette question et réellement c'est un danger. Mais je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait nécessairement tenir le calendrier. Quant à réfléchir sur une possibilité de postposer les élections pour ce coin de pays, on pourrait le faire, comme ça a été le cas en 2018. Pendant ce temps, mais pour l'instant, on passe au dialogue. Le dialogue, à mon humble avis, est un processus permanent. Pour la simple raison que nous avons besoin d'un processus électoral inclusif. Dans votre élément, vous avez fait allusion aux amis du FCC qui disent qu'ils ont des problèmes qui, eux, les questions sécuritaires ne les regardent vraiment pas, mais plutôt ils se sont penchés sur les questions de revenir sur le bureau de la CENI, sur la plénière, sur la loi électorale, sur la Cour constitutionnelle. Donc, il faut discuter avec tout ce monde. Il faut permettre à ces institutions de discuter avec eux et la CENI a établi un cadre de concertation permanent pour ce fait. Donc, le dialogue dans un format où il faille ensuite faire un partage équitable ou équilibré du pouvoir ne peut pas être dans l'agenda de cette année électorale. Mais par contre, un dialogue pour essayer d'harmoniser les vues, pour obtenir un processus électoral inclusif, beaucoup plus inclusif, à 8 mois des élections, ne pensez-vous pas qu'on va faire un glissement et ce glissement profiterait à qui finalement? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans la tête de ceux qui dirigent nos institutions, il y a une idée de glissement. Pour la simple raison que les charges qui sont celles du gouvernement, qui consistent notamment à sécuriser le processus et à le financer, est en train d'être fait. Vous avez suivi le ministre des Finances. En ce qui concerne le Parlement pour les lois, cela a été fait et sera fait dans le procès. Mais il y a aussi des problèmes de financement. À chaque fois, quelques mois après, on voit le président de la CENI qui fait des sorties médiatiques pour se plaindre en termes de financement. Je pense que le ministre des Finances a eu à répondre à cette question, à cette plainte, pour dire que le gouvernement a mis les moyens au regard des chronogrammes présentés par la CENI. Ce n'est pas un financement de tout le processus, mais selon les étapes. Et en ce qui concerne l'étape actuelle, c'est-à-dire l'enrôlement des électeurs, cela a été financé jusqu'au bout. Donc, je pense même que la CENI a eu à corriger cet aspect des choses pour dire que c'est vrai, mais qu'il y a d'autres processus qui doivent déjà être enclenchés et qui doivent être anticipés pour gagner le temps, bien sûr. Mais le gouvernement assure le financement. Maintenant, les yeux vont être tournés lors de la prochaine rentrée parlementaire vers les députés et les sénateurs pour être sûr que les lois dont la CENI a besoin, notamment la loi sur la répartition des sièges et tout le reste, doit être déjà programmée pour la prochaine session. Donc, à mon humble avis, nous avons intérêt à ce que le processus puisse tenir, nous avons intérêt à ce qu'il y ait le maintien d'un dialogue permanent entre les institutions et les différents acteurs, mais non penser à un dialogue dans le format de partage équilibré et mieux partagé du pouvoir. Nous devons aussi mais c'est un statu quo que les politiques eux-mêmes entretiennent, parmi lesquels ceux qui dirigent, parce que si déjà dès le départ vous prenez en compte certaines revendications, on organise des élections crédibles, on prend en compte par exemple par rapport à la CENI, si déjà la formation des membres de bureau n'avait pas posé de problème, on n'aurait pas ces revendications. Madame, vous pouvez tout prévoir sauf la mauvaise foi. La mauvaise foi est un élément que vous ne pouvez pas pondérer. Et aujourd'hui, il est clairement établi que pour certains acteurs, c'est de la mauvaise foi que de dire que la CENI aujourd'hui est mal composée, alors que les textes organiques qui régulent cette centrale électorale disent exactement à quel poste, d'où doit venir la personne qui doit animer. Pour cette frange, il y a eu forcing. Forcing, je ne pense pas, puisque ceux qui sont aujourd'hui en train de diriger ou de combler ce vide sont des personnes qui sont venues des rangs que nous connaissons, de l'opposition FCC, de l'opposition Lamouka et des autres structures politiques et de la société civile. Des dissidents. Donc je ne vois pas... C'est vrai que c'est très facile d'appeler les autres dissidents, mais vous allez appeler les autres dissidents sur base de quoi? Parce qu'ils ont été
membre à part entière de la structure qui s'est appelée opposition, telle que repris selon les lois de notre pays. Donc, pour accuser son chien, certes, on peut l'accuser de rage, mais moi, je peux vous dire que c'est cela la preuve de la mauvaise foi. Et lorsque, par exemple, les gens aujourd'hui continuent à reposer les questions sur la Cour constitutionnelle, alors que nous avons... La crédibilité de la Cour constitutionnelle. De quelle crédibilité parle-t-on? Parce que la Cour, qui a 9 juges, a eu les composantes qui sont destinées à choisir les animateurs, ont eu à les choisir selon les règles de l'art. La présidence de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature. Donc je ne vois pas où se situe le problème. Ça, c'est le lot de ceux qui ont de la mauvaise foi, et ça, on ne peut pas, malheureusement, pondérer cela. Pour le reste, comment dire que le gouvernement n'a pas eu de volonté alors que depuis sa première année de fonction, le chef de l'État a tôt demandé au gouvernement de mettre de côté l'argent pour les élections. Et cela a été fait depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Preuve en est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des marches, des revendications, des agents de la CENI comme on a enregistré dans le temps qui disent qu'ils n'ont pas été payés. Voyons voir la fin, parce qu'on a vu dans beaucoup de cas, c'est la fin qui justifie les moyens. La gestion, par exemple, de la crise de Covid, c'est à la fin qu'on a su que les gens n'étaient pas payés alors que l'argent était débloqué. On va voir ce que ça va donner en 2024. Écoutez, en ce qui concerne la crise de la Covid, vous savez qu'il y a eu plusieurs branches dans la gestion. Donc on ne peut pas responsabiliser le gouvernement sur les questions où il y avait des ONG et des organisations qui n'étaient pas du tout gouvernementales qui ont géré la question. Que pensez-vous de ceux qui disent que la guerre a été justement ou sera utilisée comme prétexte pour un report des élections? Mais c'est cynique de le dire. C'est cynique de Même le dire Paul parce Kagame que... l'a dit, hein. Mais écoutez, Paul Kagame, n'ayant plus de discours, c'est normal qu'il puisse récupérer à la sauvette les discours qui sont tenus par une certaine classe politique d'ici. D'ailleurs, quand je l'écoute ces derniers temps, j'ai l'impression d'écouter un membre de la MOUCA ou de je ne sais quelle autre frange de l'opposition. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que les Congolais sont convaincus que cette guerre n'est que la résultante de la mauvaise foi de M. Kagame, qui s'est retrouvé malheureusement dans une difficulté sincère de continuer à mettre la main de manière irrégulière sur les richesses de notre pays. Mais pourquoi avec on n'est pas notamment, on a identifié notre ennemi. Vous pouvez identifier votre ennemi. C'est le cas de l'Ukraine. L'ennemi est identifié. Mais vous savez, la guerre, on sait quand on la commence, mais on ne sait jamais quand on la termine. Est-ce que notre gouvernement ne fait pas des efforts pour la terminer? Mais le gouvernement ne fait que des efforts. Et sur tous les plans. D'abord sur le plan social, en essayant de se battre pour mettre tout ce qu'il faut pour nos concitoyens qui sont en déplacement dans cette partie du pays. Deuxièmement, sur le plan diplomatique. Avec tout le déploiement que notre pays a eu à faire, qui a permis aujourd'hui d'identifier par le monde entier le terroriste qui s'appelle Kagame et sa bande, ces hommes liges du M23, et sur le plan militaire... Cela n'a pas suffi pour pouvoir neutraliser les rebelles Mais sur le terrain ou réduire leur... C'est une question de temps, parce que justement, s'il n'y avait pas eu tous ces efforts, je peux vous informer que Goma serait tombé depuis longtemps. Il y a des efforts qui sont consentis sur le plan militaire, avec l'armement que nous avons eu, avec le déploiement de nos militaires, les recrutements qui se font, sur le plan diplomatique, avec la condamnation mondiale, mais aussi les appuis que la RDC reçoit, et la levée de l'embargo sur les armes dans le régime de notification. Aujourd'hui aussi avec l'appui des autres pays de la SADC, des pays de l'EAC, qui accompagnent le Congo dans cette guerre. Donc on ne peut pas ici parler de mauvaise volonté parce que si quelqu'un est coupable d'avoir créé quelque chose, vous allez voir en cette personne la léthargie pour régler le problème. Mais est-ce qu'on sent de la léthargie dans le chef du gouvernement, dans les agissements? Pas du tout. Chaque jour, nous voyons comment est-ce que le chef de l'État se déplace dans le monde entier pour trouver des solutions. Chaque jour, nous voyons comment le gouvernement mobilise les moyens pour doter à nos FRDC les moyens tactiques qu'il faut pour mener cette guerre. Sans oublier que dans la sous-région, nous continuons à obtenir les soutiens de nos frères et amis. Donc, ceux qui aujourd'hui osent dire ça sont en train d'insulter de la manière la plus abjecte nos populations qui sont en train de souffrir et ce gouvernement qui est en train de consentir des efforts. Actualité oblige, on va revenir sur la journée de samedi. On a vu cette mobilisation tous azimuts de l'opposition, évidemment avec quelques têtes d'affiche. Hein. On a vu Augustin Matata Pogno qui était aussi dans cette marche pour dire non à l'agression. C'est quand même un signe positif par rapport à ce sens patriotique qui est en train de pouvoir se manifester davantage dans le chef de certains politiques. J'ai été le premier à féliciter cette frange de l'opposition qui a eu à marcher en soutien au FARDC
et par corollaire au commandant en chef, parce qu'on ne peut pas soutenir des troupes sans leur commandant en chef. Qu'est-ce que vous insinuez? Que c'est tout à fait normal ce soutien qu'ils apportent au chef de l'État et à l'armée de notre pays. Ils ont parlé de l'agression. Malheureusement, cela arrive en retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que la société civile, les artistes de notre pays ont été parmi les premiers à répondre massivement, et même vous les médias, à l'appel à la cohésion lancé par le chef de l'État pour garer la route à cette énième agression du Rwanda. Cette opposition s'est flouée dans plusieurs condamnations, dans des élucubrations qui n'avaient pas de sens. Et Dieu merci, maintenant, enfin, ils comprennent que réellement on a affaire à un système qui cherche à démanteler le pays et qu'il faudrait que nous puissions faire bloc derrière notre armée, mais aussi derrière le chef de l'État pour gagner la cause. Pourvu que ce bloc soit accueilli aussi positivement de la part du pouvoir. Mais comment refuser le fait que des Congolais se mettent ensemble pour répondre à l'appel du chef de l'État et soutenir nos FARDC? On ne peut qu'accepter. On passe à notre deuxième dossier du jour.